pour reprendre les termes qui sont ceux autour desquels j'ai organisé la première année de mon commentaire de Freud, le moi idéal et l'idéal du moi, et que j'ai repris dans mon graphe. D'une part, I désigne l'identification au signifiant de la toute-puissance, de l'idéal du moi. D'autre part, en tant qu'image de l'autre, IA, il est l'urbilde du moi, la forme primitive sur laquelle le moi se modèle, s'installe, s'instaure dans ses fonctions de pseudo-maîtrise. Nous définirons dans ce cas l'idéal du moi du sujet dans la perspective des biens comme tels, comme représentant précisément ce pouvoir de faire le bien qui en soi-même contient cette dimension tout entière qui se creuse et ouvre cet au-delà qui aujourd'hui fait notre question, à savoir qu'est-ce qu'il en résulte, comment. À partir du moment où tout s'organise autour de ce pouvoir de faire le bien, ce quelque chose totalement énigmatique se propose à nous et nous revient sans cesse de notre propre action, comme la menace toujours croissante en nous d'une exigence aux conséquences inconnues. Quant au moi idéal, IA, il est l'autre imaginaire que nous avons en face de nous, au même niveau que celui pour lequel, je ne sais si j'ai introduit la dernière fois le terme de privateur, l'autre en tant qu'il représente par lui-même, dans son existence, celui qui nous prive. Je dirais qu'aux deux pôles, IA, de cette structuration du monde des biens, se profile ce qui fait d'une part, depuis le moment du dévoilement auquel aboutit toute la révélation de la philosophie classique, à savoir le moment où Hegel est, comme on le dit, remis sur ses pieds, d'un côté, dis-je, ce fond de guerre sociale se révèle seulement à partir de ce moment comme étant le fil rouge qui donne son sens au segment éclairé de l'histoire au sens classique du terme. Et d'autre part, à l'autre bout, ce quelque chose, ou pour la pensée qui pour nous se présente avec la forme de l'interrogation permettant l'espoir, ce que quelque chose d'une pensée scientifique s'exerçant sur le terrain de ce qu'on appelle problématiquement l'humain nous a découvert, c'est que dès longtemps, bien longtemps et hors du champ de cette histoire, quelque chose avait été, par l'homme de société non historique, croit-on, enfanté, qui a été aperçu, conçu par eux comme ayant, dans le maintien du rapport intersubjectif, une fonction salutaire, une fonction essentielle. Et ceci, miraculeusement après tout à nos yeux, ceci est là comme la petite pierre faite pour nous indiquer que tout n'est pas pris dans cette dialectique nécessaire de la lutte pour les biens, du conflit entre les biens et de la catastrophe nécessaire qu'il engendre, et qu'il a existé du monde que nous sommes en train de rechercher, des traces où positivement il a été conçu que la destruction des biens comme telle pouvait être une fonction révélatrice de valeur. Le potlatch. Je pense que vous êtes tous au moins au niveau élémentaire pour que je n'ai pas, en tout cas ce n'est pas aujourd'hui mon objet, ni le champ de ce que j'ai à vous enseigner, à vous rappeler ce qu'est le potlatch. J'indique simplement brièvement qu'il s'agit de cérémonies rituelles comportant la destruction étendue de biens divers qui sont les uns biens de consommation, les autres biens de représentation et de luxe, qui se constituent dans les sociétés qui, du reste, ne sont plus pour nous que des reliquats et des vestiges de l'existence sociale d'un mode humain que notre expansion tend à abolir. Le potlatch est là pour nous témoigner que l'homme a pu déjà avoir, par rapport à cette destinée à l'endroit des biens,
ce recul, cette perception, cette perspective possible qui a pu lui faire lier le maintien, la discipline, si l'on peut dire, de son désir, en tant qu'il est ce à quoi il a affaire dans son destin, à faire dépendre cette discipline de quelque chose qui se manifestait de façon positive, avouée, avérée comme liée à la destruction comme telle de ce qu'il en est des biens. Qu'il s'agisse très spécialement de propriétés collectives ou individuelles, ou de propriétés pro privus pour le privé, c'est quelque chose autour de quoi tourne le problème, le drame, les ricochets et les retours de l'économie du bien. Au reste, à partir du moment où cette clé nous est donnée, bien sûr, nous voyons que ce n'est pas là le privilège des sociétés primitives. Je ne vais pas retrouver d'ailleurs aujourd'hui la fiche sur laquelle j'avais noté de la façon la plus précise qu'à cette étape historique à laquelle je vous ai arrêté un instant cette année, pour autant qu'elle est marquée à la surface de notre histoire bien historisée dans ce début du XIIe siècle, l'émergence à la surface de la culture européenne d'une problématique du désir comme telle. Et à propos de l'amour courtois précisément, à ce moment nous voyons apparaître dans tel rite féodal, représenté par une sorte de fête, de réunion de barons quelque part du côté de Narbonne, une manifestation tout à fait analogue comportant l'énorme destruction non seulement de biens immédiatement consommés sous forme de festin, mais de bêtes et de harnais détruits. Comme si, du seul fait que vienne au premier plan cette problématique du désir, quelque chose comme un corrélatif nécessaire apparaissait dans le besoin de ces destructions qu'on appelle destructions de prestige, pour autant qu'en effet elles se manifestent comme telles. C'est-à-dire que ces façons gratuites sont effectuées par des sujets face à face, s'affrontant et représentant ce qui, dans la collectivité, se manifeste alors comme les sujets élus. Et c'est ce qui donne son sens à la cérémonie. Face à face, les seigneurs et ceux qui dans cette cérémonie s'affirment comme tels se défient, rivalisent à qui se montrera capable de détruire le plus de ses biens. Tel est l'autre pôle, le seul que nous ayons parmi les exemples de la manifestation d'une certaine maîtrise, d'une certaine conscience dans le rapport de l'homme à ses biens. Le seul exemple que nous ayons de quelque chose qui, dans cet ordre, se passe consciemment, se passe d'une façon maîtrisée, se passe, en d'autres termes, d'une façon différente de ce que causent et déterminent les immenses destructions auxquelles vous tous, puisque nous sommes, à quelques années près, des générations pas tellement distantes, vous avez déjà pu assister, de consommation de biens, de destructions immenses. Ces modes qui nous apparaissent comme quelques inexplicables accidents, retours de sauvagerie, alors qu'il s'agit bien plutôt de quelque chose d'aussi nécessairement lié que possible à ce qui est pour nous l'avance de notre discours, car il est clair qu'un problème nouveau se pose pour nous, qui, même pour Hegel, n'était pas clair. Hegel a essayé longuement dans la phénoménologie de l'esprit d'articuler la tragédie de l'histoire humaine en termes de conflits, de discours. Il s'est complu, entre toutes les tragédies, à celle d'Antigone, pour autant qu'il lui semblait y voir s'y opposer, de la façon la plus claire, le discours de la famille à celui de l'État,
les choses, comme nous le verrons, seront pour nous beaucoup moins claires. Pour nous, pour ce discours de la communauté, ce discours du bien général, nous avons affaire aux effets d'un discours de la science où se montre, pour la première fois dévoilée, une question qui est proprement la nôtre. C'est à savoir ce que veut dire ce qui s'y manifeste de la puissance du signifiant comme tel. Je veux dire que pour nous se pose la question qui est sous-jacente à l'ordre de pensée que j'essaie de dérouler ici devant vous, à savoir si du développement soudain prestigieux de cette puissance du signifiant, de cet ordre, un discours surgit des petites lettres des mathématiques, discours qui se soutient, discours qui se différencie de tous les discours tenus jusqu'alors, discours qui, par rapport à nous, devient en quelque sorte une aliénation supplémentaire. En quoi ? En ceci, c'est que le discours issu des mathématiques est un discours qui, par structure, par définition, n'oublie rien. À la différence du discours de cette mémorisation première, celle qui se poursuit au fond de nous, à notre insu, du discours mémorial de l'inconscient, dont le centre est absent, dont la place et l'organisation sont situées par le « il ne savait pas », qui est proprement le signe de cette omission fondamentale où le sujet vient se situer. Et l'homme, à un moment, a appris à se servir, à lancer, à faire circuler dans le réel et dans le monde ce discours des mathématiques qui, lui, ne saurait procéder à moins que rien ne soit oublié. Quand seulement une petite chaîne signifiante commence à fonctionner sur ce principe, il semble bien que les choses se poursuivent tout comme si elles fonctionnaient toutes seules, puisqu'aussi bien là nous en sommes à ceci, c'est à pouvoir nous demander si ce discours de la physique, ce discours engendré par la toute-puissance du signifiant, ce discours de la physique va confiner à l'intégration de la nature ou à sa désintégration. Tel est ce qui pour nous complique et singulièrement, encore que sans doute ce ne soit qu'une de ces phases, le problème de notre désir. Disons que, pour celui qui vous parle, c'est là, à proprement parler, que se situe la révélation du caractère décisivement original de la place où se situe le désir humain comme tel, dans ce rapport de l'homme au signifiant, et dans le fait de savoir si, ce rapport, il doit ou non le détruire. Il n'y a pas d'autre sens, et je pense que vous avez pu entendre dans ce qui vous a été rapporté de la méditation d'un disciple simplement très fin, ouvert, cultivé, mais pas autrement génial, de Freud, c'est à savoir que c'est là que se tend la question du sens de la pulsion de mort. C'est très exactement en tant que cette pulsion est liée à l'histoire que se pose le problème. C'est une question ici et maintenant, et non pas ici une question ad aeternum. C'est en fonction de cela que le mouvement du désir est en train de passer la ligne d'une sorte de dévoilement, que l'avènement de la notion freudienne de la pulsion de mort a son sens pour nous. En disant ceci, donc, nous ne savons rien, sinon qu'il y a la question et qu'elle se pose en ces termes, celle du rapport de l'être vivant avec le signifiant, comme tel, avec le signifiant en tant qu'au niveau du signifiant peut être, pour lui remis en question, tout cycle possible de l'étang, y étant compris le mouvement de perte et le retour de la vie elle-même. Assurément, c'est bien là ce qui donne son sens,
non moins tragiques, à ce de quoi nous, analystes, nous nous trouvons être les porteurs.